Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est un discours globalement bien accueilli devant les deux chambres réunies du Parlement à Alger. François Hollande a reconnu un système colonial brutal et profondément injuste. Les mots étaient attendus sur place, même si certains jugent que le président n'est pas allé assez loin. En France, la droite dénonce un discours hémiplégique sur l'histoire. Et puis c'est une bonne nouvelle sur le plan économique pour les États-Unis. La croissance repart nettement au troisième trimestre. Portée par les mesures de relance, l'économie américaine donne des signes de sortie de crise. Alors, allons-nous bénéficier en Europe et en France de ces vents favorables? Eh bien, pas pour le moment si l'on en croit les chiffres de l'INSEE publiés à l'instant. Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud dans ce journal. C'est un éternel retour, celui de Bernard Tapie à Marseille, un comeback qui pose des questions sur les visées politiques du nouvel homme de presse désormais à la tête de la Provence. L'homme déchaîne toujours les passions, on en parle avec André Berkoff, auteur de Tapie 2, le retour. Voilà pour le programme du 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La dernière journée de François Hollande en Algérie a été chargée. Le président s'est rendu sur la place Maurice Audin devant la plaque commémorative en l'honneur de ce militant communiste français disparu en 1957. En début de soirée, il était à Tlemcen pour un discours devant l'université. Mais c'est le discours de ce matin devant les deux chambres réunies du Parlement à Alger qui marquera ce déplacement. Un discours salué, applaudi et plutôt bien accueilli. La presse algérienne retient les mots qui condamnent le système colonial qualifié par le président de brutal et de profondément injuste. En France, les socialistes saluent un discours historique. La droite, quant à elle, est critique. On voit tout cela avec Paul Bouffard. La vérité doit être dite. Devant le Parlement algérien, le président français reconnaît que la France a manqué à ses valeurs universelles. La veille, François Hollande ne voulait pas faire d'excuses ni faire repentance. Aujourd'hui, il dénonce le système colonial. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Alors que l'Algérie fête la 50e année de son indépendance, le président français s'attelle à la paix des mémoires. Rien ne se construit dans la dissimulation, dans l'oubli, et encore moins dans le déni. La vérité, elle n'abîme pas, elle répare. La vérité, elle ne divise pas, elle rassemble. Très applaudi par les parlementaires en Algérie, où d'anciens combattants indépendantistes siègent encore. En France, Gérard Longuet estime qu'il est parfaitement inutile de prétendre, dans une intervention de quelques dizaines de minutes, de traiter un sujet aussi complexe que l'aventure coloniale française. Et selon Roger Carucci, il y a même des oublis. Quand on est socialiste, en matière de colonisation et de décolonisation, il faut bien faire attention. Quand on vient dire les souffrances, tout, on comprend. Mais peut-être que le président de la République se serait grandi à parler aussi des harkis, se serait grandi à parler du drame des pieds noirs, rapatriés. Près de 30 minutes de discours pour une opération séduction. Dans la presse, le quotidien El Watan, plus gros tirage francophone, estime que François Hollande a fait preuve d'une sincérité exceptionnelle pour un président français. Quant au journal Échorouk, arabophone, il retient qu'il n'est pas venu pour le pardon. Le premier budget du quinquennat Hollande a été voté définitivement. C'est fait 2 mois environ après le début du marathon budgétaire et après les rejets en chaîne au Sénat sous l'impulsion des communistes. Le projet de loi de finances 2013 a fini son parcours avec les votes favorables des députés socialistes, mais aussi des écologistes et radicaux de gauche, malgré quelques réserves. Et puis, hasard du calendrier, au même moment, presque à la même heure, les députés espagnols ont voté leur budget 2013, un budget marqué par une austérité sans précédent et un tour de vis de 39 milliards d'euros. À Madrid, le mouvement des indignés dénonce un projet de la faim et de la misère ce soir.
Lors de la conférence sociale de juillet dernier, François Hollande avait appelé les partenaires sociaux à un compromis historique sur la réforme du marché du travail. Et il avait même fixé une date butoir, la fin de l'année avait-il dit. Eh bien, un ultimatum qui ne sera donc pas respecté puisque la négociation n'a pas débouché aujourd'hui sur un accord. Mais les discussions entre patronat et syndicats reprendront dès le 10 janvier sur ce dossier sensible où il faut concilier flexibilité et sécurité de l'emploi en France. Les détails avec Alexandra Collineau. Jean-Claude Mailly avait raison de s'inquiéter ce matin. Moi je le dis, ça fait un bout de temps, je ne suis pas du tout optimiste au sens où une négociation qui peut aboutir positivement. Il n'y a effectivement pas d'accord historique ce soir entre syndicats et patronat, comme l'espérait François Hollande. Car dans ces négociations donnant-donnant, où d'un côté le patronat veut défendre la flexibilité et de l'autre les syndicats souhaitent moins de précarité et plus de protection sociale pour les salariés, chacun campe sur ses positions. Et ce soir, les syndicats jugent les gestes du patronat insuffisants. Et si la logique patronale ne se modifie pas profondément, est-ce que c'est une proposition la prochaine fois d'accord préhistorique ? Les discussions sont donc repoussées à début janvier sans garantie de réussite et c'est ce que craignent les syndicats. On ne bouclera pas en une séance ou deux, ça sera très difficile, une conclusion possible d'un accord du fait de l'impossibilité aujourd'hui d'y voir clair sur le mandat patronal. Si la négociation échoue, chacune des parties devra attendre un projet de loi gouvernemental. C'est alors au sein de la majorité que les tensions se reporteront, faisant craindre à François Hollande un échec politique. Et c'est une bonne nouvelle sur le plan économique pour les États-Unis. La croissance repart nettement au troisième trimestre, portée par les mesures de relance. Eh bien, l'économie américaine donne des signes de sortie de crise. Alors, allons-nous bénéficier en Europe et en France de ces vents favorables? Pas pour le moment, si l'on en croit Jean-Louis Gombault, les chiffres de l'INSEE qui paraissent à l'instant. Alors ces chiffres sont établis à partir du constat que vous venez de faire, c'est-à-dire sur la reprise de la croissance aux États-Unis et le regain d'activité dans le monde. L'INSEE constate aussi que grâce aux réformes structurelles qui ont été faites en Europe ces derniers mois, soit sur le rôle de la Banque centrale européenne, soit sur la gestion de la dette souveraine, le traité budgétaire, etc., on a refoulé la crise de la dette souveraine qui actuellement se calme en effet. Mais l'INSEE note également que malgré le regain de croissance internationale, malgré ces réformes structurelles qui ont été faites, la consommation dans l'ensemble de la zone euro ne redémarre pas, voire baisse pour cause de politique d'austérité et aussi de rigueur salariale, ce qui fait que lorsque l'INSEE fait déjà la première appréciation de l'année 2012 pour la zone euro sera négative en 2012, 3 trimestres, le 4e trimestre, 3 trimestres consécutifs de baisse du PIB. En France, c'est un petit peu mieux puisque le 4e trimestre sera positif et 2e et 3e trimestre de l'année 2013 sera sur 0,1% de croissance. Donc, si vous voulez, on a évité la dégradation, on a enrayé cette dégradation, mais le rétablissement de la conjoncture n'est toujours pas là. Jean-Louis, est-ce qu'on peut souligner le paradoxe entre le vote du budget, j'en ai parlé tout à l'heure, et l'INSEE qui sous-entend déjà que ce budget, il n'est pas tenable? Alors effectivement, l'INSEE a un indice qu'on appelle acquis de croissance, c'est-à-dire que si la croissance continue comme elle l'est aujourd'hui d'ici à la fin de l'année, donc sans catastrophe et sans reprise considérable, de combien peut-on estimer la croissance 2013? Et l'INSEE répond 0,1%. Donc l'acquis de croissance, ce dont on est à peu près sûr pour 2013, c'est 0,1. Or, effectivement, le budget qui vient d'être voté par le parlementaire tape sur une croissance de 0,8%. Entre les deux taux de croissance, vous avez 6 milliards d'euros qui vont manquer au budget. Donc le budget déjà part sur, si on en croit ce que dit l'INSEE, part de manière bancale. D'autant plus qu'un certain nombre de recettes, on estime qu'un certain nombre de recettes sont surestimées du fait qu'on a fait quelques réformes fiscales et on a établi les conséquences de cette réforme fiscale de manière très théorique, 4-5 milliards. Donc autrement dit, on ne peut pas exclure
puisque l'environnement international ne va pas s'améliorer brutalement, on ne peut pas exclure un coup de barre en milieu d'année, car pour avoir les 0,8% prévus de croissance, eh ben, il faudrait que le troisième et le quatrième trimestre, on ait 1% de croissance, ce qui apparaît quand même difficilement atteignable. On aura donc l'occasion d'en reparler, Jean-Louis. Merci, restez avec nous. Le sujet suivant vous intéresse également. Il est chef d'entreprise, il est homme d'affaires, il est président de club de foot, il est politique, comédien, chanteur. En fait, il a autant de vie qu'un chat. Sa carrière est faite de coups d'éclat et de revers, celle d'un homme qui déchaîne toujours autant les passions. Bernard Tapie revient à la une en patron de presse et rachète le grand journal local La Provence. Les journalistes s'inquiètent et s'interrogent à l'instar de Libération sur l'éventuel traquenard de Nanar. Alors quelles ambitions politiques animent le nouvel homme de presse? On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord les faits avec Jérôme Rabier. Bernard Tapie revient aux affaires via le rachat de journaux dans le Sud-Est et c'est toute la classe politique de la Canebière qui s'agite. L'homme d'affaires dément toute velléité politique et pourtant, sur son blog, le député socialiste Patrick Mennucci, candidat déclaré à la mairie en 2014, attaque en affirmant que Bernard Tapie ne cache plus sa stratégie, reprendre pied à Marseille et se replacer au centre du jeu. Mais d'autres sons de cloche résonnent au PS. Pour Samia Ghali, possible candidate elle aussi à la mairie, cela ne change strictement rien. Alors, à titre personnel, ça ne me fait pas peur du tout. Voilà, parce que je connais mes valeurs, je sais ce que j'ai fait sur le terrain, donc la venue de Tapie, si demain il veut être candidat, il sera candidat et puis on verra bien. Et ceux qui ont peur de l'arrivée de Bernard Tapie devraient peut-être remettre en question sur la façon dont ils ont géré cette ville depuis des années. Certains dénoncent un parachutage pour la droite, mais Bernard Tapie, s'il se lançait à la conquête de la mairie, pourrait plutôt porter l'étiquette UDI de son ami Jean-Louis Borloo. Pourtant, ceux qui lui parlent régulièrement réaffirment qu'il n'a aucune autre intention que de remettre sur pied le groupe de presse. Jusqu'à nouvel ordre, il dément totalement s'intéresser à la mairie de Marseille. C'est ce qu'il m'a d'ailleurs confirmé plus personnellement. Donc je n'ai pas de raison de tirer des plans sur la comète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce groupe a enfin un repreneur et qu'il va pouvoir se moderniser. L'ancien président de l'OM débarque donc sans ambition politique déclarée, mais en bon connaisseur de la vie locale, le maire de Marseille se veut philosophe sur la question. En politique, quand on dit jamais, ça veut dire pas pour l'instant. Alors je m'attends à tout. Un conseil reçu 5 sur 5 par Bernard Tapie, il a pris soin de faire noter dans le contrat de reprise, juste au cas où, qu'il quitterait ses fonctions s'il postulait à un mandat électoral. Et sur ce sujet, sur l'agitateur, le provocateur, j'ai dit le chat, mais avec des crocs, le tigre Bernard Tapie, nos invités sur le plateau du 22h, le journaliste et écrivain André Berkoff. Bonsoir André. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous connaissez bien le sujet et le personnage. Vous avez écrit 2 livres sur Bernard Tapie, comment ils ont tué Tapie, et puis Tapie 2. Le retour. Avec nous également Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur du département Opinion chez Harris Interactive et Jean-Louis Gombault est resté avec nous. Alors, André Berkoff, derrière cette affaire, ce coup, parlons tout de suite des vrais objectifs de Bernard Tapie. Que cache cette appétence pour la presse ? Bon, soyons clairs, je ne suis pas le psychanalyste de Bernard Tapie, il ne s'est pas allongé sur le divan pour me dire oui, je veux la mairie de Marseille et je l'aurai. Non, je crois que, vous savez, Bernard Tapie, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait bouger les lignes en permanence. Pour le meilleur et pour le moins bon. Ça, c'est une affaire de jugement. Ce qui est intéressant, vous rappelez-vous, on s'est dit, il a gagné ses presque 300 millions, il va acheter des villas à Saint-Tropez, il va acheter le yacht, il va se reposer, il va faire le malin, il va faire des déclarations. Qu'est-ce qu'il fait? Il fonce sur Marseille et au nez à la barbe de tout le monde, après qu'il ait dit c'est fini, les négociations sont finies, en bon joueur de poker, il rafle la mise à la dernière minute. Alors tout le monde dit, évidemment, pourquoi va-t-il la Provence Corse matin vers matin? C'est pour en 2014 la mairie de Marseille. Sauf que les élections municipales de 2014, elles laissent quand même beaucoup de place parce que personne ne s'impose ni à droite ni à gauche. C'est là où vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que évidemment que tout est ouvert. Et en politique, comme vous le savez, tout est toujours ouvert. Et je varierais dans ce que disait Gaudin, un homme politique n'est mort que quand il est mort physiquement. Avant, ça n'existe pas. Mais je ne crois pas chez lui qu'il s'agisse d'abord de revanche. Je pense qu'il y a un plan, qu'il est très heureux d'avoir déjà sa revanche en prenant la Provence, Corse matin, Nice matin, et à chaque jour suffit sa peine. D'ailleurs, Jean-Louis Gombault, il y a eu un incroyable rebondissement dans cette affaire, parce qu'on a lu il y a une semaine que le gouvernement voulait tout faire, et a probablement tout fait pour empêcher ce retour de Bernard Tapie dans la presse, et puis, balaboum, patatras, il y est. Alors, vous êtes, enfin pas témoin, mais vous savez bien qu'entre François Hollande et Bernard Tapie, il y a une véritable animosité
profondes, l'un et l'autre ne se supportant pas. Dans cette histoire, Bernard Tapie met, je crois, 50 millions d'euros. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne voit pas comment ces titres pourraient être rentabilisés. En réalité, voilà des années. J'ai travaillé 15 ans dans le groupe, alors je le connais un tout petit peu. Et véritablement, pendant ces 15 années, je n'ai vu que la descente. Et depuis que je suis parti, c'est pas parce que je suis parti, mais la descente s'accélère. Donc, Bernard Tapie est quand même passionné de politique, mais c'est aussi un homme d'affaires. Il n'y a pas d'argent à gagner sur un groupe, en tout cas, sauf un plan qui a déjà 250 millions d'euros de dettes qui vont être épurées grâce... Oui, ils vont être épurés. Elles vont être épurées, mais a-t-il un projet éditorial? Alors, lui veut en faire un la très situation grand groupe de presse, diversifié, notamment dans l'audiovisuel. Je rappelle qu'il prend la direction du conseil de surveillance du groupe, R100 Média. Alors, quelles sont ses intentions? Alors, moi, je crois que justement, je fais assez confiance à une chose dans Bernard Tapie, c'est son imagination. C'est-à-dire que la presse écrite papier, on sait comment elle se porte, surtout la presse quotidienne. Il n'empêche qu'il y a des niches, si je peux pas cette expression, encore assez forte, que ce soit à la Provence, que ce soit à Nice Matin, et n'en parlons pas de Corse Matin, qui marche, lui, très bien. Oui. Et je le vois très bien faire des synergies avec le numérique, avec Internet, avec la télévision. Et n'oublions pas que Marseille, en face, il y a l'Algérie et l'Afrique du Nord. Son fils est un spécialiste de l'Internet aussi. Alors, en plus, je suis persuadé qu'il va faire des choses avec l'Afrique du Nord, qu'il va faire des choses en synergie, et qu'il ne va pas s'arrêter là. Positif, certes, mais aussi le sujet brûlant, Jean-Daniel Lévy, de l'implication de Bernard Tapie. Eh bien, dans la ligne éditoriale du journal, les journalistes sont inquiets. Beaucoup ont en tête une phrase de Bernard Tapie, je la cite, à quoi sert d'acheter un journal quand on peut acheter un journaliste? Un petit mot simplement pour dire qu'un jour j'avais parlé avec Bernard Tapie et je lui avais dit, mais je ne comprends pas, vous êtes passionné par la politique, pourquoi vous n'achetez pas un journal? Et il m'avait dit, je n'achète pas un journal parce que je ne trouverai pas en France des journalistes qui me permettront de le rentabiliser. Donc, autrement dit, peut-être aujourd'hui, il les a trouvés. Jean-Daniel Lévy, aussi sur cette, on va en parler, la perception des Français de cette classe politico-médiatique, ce mélange, cette perception, est-ce que ça risque d'être renforcé? Peut-être déjà le regard à l'égard de Bernard Tapie. On peut se rappeler que ça a été une vraie icône pour les Français, et même pour le peuple de gauche, au cours des années 80, lorsqu'il avait repris Vendère, lorsqu'il avait une équipe cycliste, lorsqu'il donnait le sentiment qu'il y avait une partie de la gauche qui pouvait se réconcilier avec l'entrepreneuriat, les leaders d'opinion, ceux qui étaient capables de pouvoir investir. Bernard Tapie était extrêmement apprécié de la part des Français. On peut même rappeler qu'il a été ministre de la Ville, qu'il a mené une liste aux élections européennes de 1994 et qu'il avait même dépassé M. Rocard à cette époque-là. Donc ça avait créé un vrai engouement de la part de la gauche, mais que depuis 1994, c'est pour l'opinion une vraie baisse de la popularité et que dans un moment où on accepte même un peu une moins... absence, Alors, une absence, c'est moins référent, et puis même lorsqu'on a été amené à en parler en général en France, ça a plutôt été présenté comme un anti-modèle que comme étant un modèle absolu à suivre, avec la perception que justement cette collusion entre, vous l'avez souligné, le monde des affaires, la presse, le football et la politique, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair et qui ne leur convenait pas véritablement. C'est assez amusant parce que le monde des affaires et le monde de la politique, enfin faisons un petit inventaire, Libération, ce grand journal progressiste de gauche, Édouard de Rothschild, Les Inrecuptibles, ce journal guévariste, Mathieu Pigasse de la Banque Lazare, François Pinault, je ne parle pas d'assaut. Bon, il est vrai que la liste est longue. La liste est très longue. Alors simplement, ce que je veux dire, c'est que lui, effectivement, ce que disait Jean-Daniel, c'est qu'à un moment donné, il ne peut pas oublier aussi la bagarre avec Le Pen. Il a été quand même le premier à affronter Le Pen à TF1. Mais ça avait André beaucoup joué, pardon, ça. Il y a des formes de séduction, on ne les conteste pas, mais il y a aussi souvent des formes de pression, comme par exemple avec les journalistes sportifs qui couvraient quand il était président de l'OM, ils en ont gardé un souvenir Ah non, mais c'est un chef de clan. Il est tout à fait capable de dire à quelqu'un qui ne va pas être tout à fait. Moi, de ce point de vue, il est capable, encore une fois, du meilleur comme du moins bon. C'est clair. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment... Vous savez, il y avait un très bon mot, je crois que c'est dans Le Monde, des salariés qui ont dit, mais alors, tous ces gens-là qui aujourd'hui disent, mais qu'est-ce que c'est, Tapie, ça va être dur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Que ce soit les hommes politiques, que ce soit les financiers. Il dit, on a été pendant 10 ans, on nous a totalement laissé tomber. Alors, ils disent pas Tapie c'est bien, ils disent simplement, on se retrouvait au bord du dépôt de bilan, parce que vous savez qu'R100 déposait son bilan. C'est quand même avec les plus grands journaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est quand même gros, quoi. Il ne faut pas oublier quand même que cet homme a 70 ans, qu'il n'a pas fait une affaire
depuis obligé, depuis quand même une quinzaine d'années. Sauf que les 300 millions qui oui, c'est pas une affaire. Il a gagné un procès. Oui, il n'a pas monté une affaire. Donc, quelque part, on peut se poser une question de doute quand même quant à sa capacité à rebondir également dans le business, voire même dans la politique, car depuis qu'il a un peu, pas tourné la page, mais mis en parenthèse tout cela, beaucoup de choses se sont passées dans ce pays. Oui, et puis dans la politique, il faut voir aussi ce qu'en pensent les Marseillais, hein, ceux qui vont voter, Jean-Daniel Lévy. Et peut-être que si on se pose la question, là, aujourd'hui, de manière aussi crue, aussi nette, c'est que la situation n'apparaît pas comme étant extrêmement claire aujourd'hui à Marseille. Ça a été rappelé tout à l'heure dans le reportage. À droite, après Jean-Claude Gaudin, point d'interrogation. Oui, on peut penser que Jean-Claude Gaudin a encore la volonté de pouvoir se représenter. En tout cas, il n'a pas donné le signe qu'il voulait se retirer. Il y a un vide qui a été fait autour de Jean-Claude Gaudin, et on se rappelle par exemple que Renaud Muselier a rencontré des difficultés aujourd'hui, rencontre des difficultés aussi bien à caractère politique que potentiellement judiciaire, et qu'à gauche, la situation est loin d'être clarifiée, où on voit bien qu'on s'oriente potentiellement vers des primaires dont l'issue n'apparaît pas comme étant relativement certaine. On peut également rappeler que Jean-Claude Gaudin l'a remporté de peu au cours des dernières élections municipales, où le rapport de force était, même si on travaille par secteur, de 50,5 contre 49,5 en faveur de Jean-Claude Gaudin. Donc on n'est pas face à une ville qui est une ville de manière extrêmement assurée, gagnée par Jean-Claude Gaudin, et qui n'est pas forcément entièrement gagnée, même par la droite. Donc il y a un espace aujourd'hui qui existe. Elle fait partie de ces grandes villes pour les élections de 2014 qui n'ont pas un destin précis. Elle fait partie effectivement de ces villes où il va y avoir une attention extrêmement particulière et où on sait que la personnalité des candidats et la mémoire qu'a laissé Bernard Tapie en tant que président du club de l'OM n'est pas sans incidence. Alors c'est vrai, juste un mot, que c'était d'abord le roi, c'est l'entreprise, tout ça. Ensuite ça a été le maudit. Ensuite ça a été les années fric. Rappelez-vous, on disait les années Tapie, les années fric. Le problème, c'est pas qu'est-ce que tout ça a laissé dans la tête et le cœur et les reins des Marseillais. On le saura ou pas. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr, on en parlait, je ne suis pas du tout sûr, il ne se présentera, à mon avis, que si vraiment il a des chances extrêmement fortes de gagner. Vous en avez parlé avec lui? Oui, non, pas là-dessus. Écoutez, je l'ai eu, il me jure, c'est grand Dieu, qu'il ne se présente pas. Mais ça veut dire, vous savez, c'est le vous l'avez décrypté comme moi, je l'ai décrypté comme quelqu'un qui n'ira pas, je veux dire, en 95, il remportait la mairie de Marseille. Après l'OM, après Basile Boli, etc. André Barkov, même s'il n'est pas candidat à la mairie, il va peser, parce qu'un journal, c'est un outil d'influence incroyable. C'est sûr. Alors n'oublions pas une chose quand même, que sa femme lui a dit, si tu refais de la politique, nous divorçons. Et je crois qu'il tient beaucoup à sa femme, mais sa femme peut changer d'avis. Un mot de conclusion pour dire... Comme Carla Bruni. André Barkov, c'est un personnage qui suscite toujours les passions. C'est incroyable quand on voit les différents titres de presse, les différents débats qu'il y a eu aujourd'hui. Ces passions, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on parle de lui. Oui, vous savez pourquoi? Parce que c'est comme Depardieu dans un tout autre domaine. La France est actuellement peuplée de représentants extrêmement formatés. Il faut bien dire que la grisaille l'emporte le plus souvent sous la couleur. Donc, en dehors de tout jugement de valeur, les gens sont assez contents d'avoir des gens qui sortent des sentiers battus. Un agitateur, ce que vous avez dit, oui, j'en ai également. Et puis, il y a une passion française pour les personnes qui apparaissent comme étant pas forcément lisibles du premier coup. Et Bernard Tapie répond véritablement à cette forme de définition. À la question qui est Bernard Tapie, aujourd'hui, les Français ont une vraie difficulté à pouvoir répondre. Quel est son positionnement politique? Quelles sont ses orientations? Des personnages qui sont des personnages qui intriguent un peu comme peut le faire Bernard Tapie suscitent, si ce n'est l'adhésion, en tout cas, un vrai intérêt. Et je l'avais dit, il y a une inquiétude des journalistes, mais évidemment, on peut compter sur nos confrères et nos consoeurs de la Provence d'être évidemment très vigilants sur la ligne éditoriale. Ces gens-là sont très combatifs. Je me rappelle quand il y avait Jacques Médecin qui dirigeait la mairie de Nice. C'était une bagarre permanente entre la rédaction vis-à-vis de Jacques Médecin qui voulait imposer son style de gestion qui était un peu particulier. Les humeurs du Sud. Merci messieurs. Restez avec nous. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Mounir Soussi. Ce n'est pas un exil fiscal. Alain Afflelou l'assure, s'il part s'installer à Londres, c'est pour conquérir les marchés d'Europe du Nord. L'opticien français, déjà à la tête du premier réseau de franchisés sur le continent européen, déclare qu'il quitte la France à la demande de son actionnaire et que ce départ est temporaire. Des précautions pour déminer les critiques après la polémique sur l'installation de Gérard Depardieu en Belgique. C'est le 8e ressortissant français kidnappé dans la région. Un ingénieur a été enlevé hier soir au nord du Nigeria, tout près de la frontière avec le Niger.
Au cours d'une opération préparée minutieusement, une trentaine d'hommes armés ont attaqué la résidence d'une compagnie française spécialisée dans les énergies renouvelables. Selon les autorités sur place, les islamistes locaux du mouvement Boko Haram seraient hors de cause. Actuellement, 5 Français employés d'Areva sont détenus dans le désert du Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique. La fin de plus de 10 ans de parcours judiciaire. Emprisonné en 2001 pour le meurtre d'une femme au Pont de Neuilly, Marc Machin vient d'être acquitté par la Cour d'assises de Paris. On a été victime d'une erreur judiciaire enfermée à tort et injustement. Il n'y a pas de quoi se réjouir et j'estime sauter au plafond. Après tout, ça a été une erreur qui a fait que rectifier à mon égard, à mon encontre, tout simplement. Il est la 8e personne depuis la Seconde Guerre mondiale à être acquitté à l'issue d'une procédure de révision. Les policiers disposeront de 16 heures pour vérifier l'identité des sans-papiers. Le Parlement vient d'adopter le texte défendu par Manuel Valls et décrié par la gauche de la gauche. Cette disposition vient remplacer la garde à vue rendue illégale par une décision de la Cour de cassation. Jusqu'à maintenant, les forces de l'ordre disposaient de 4 heures pour contrôler les présumés clandestins. Par ailleurs, les personnes qui accueillent des sans-papiers ne seront plus poursuivies. Le texte supprime le délit de solidarité. Et à présent, comme tous les jeudis, on revisite l'actualité de la semaine. Hervé Baudry, notre dessinateur, croque pour nous les faits marquants depuis le début de la semaine. Alors messieurs, je vous demanderai d'être attentifs pour faire votre choix après. Regardez. Voilà pour la semaine d'Hervé Baudry, que je salue. Hervé, on se retrouve à la rentrée. Alors, André Barkov, votre choix, quelle actualité vous a marqué? Ah, mais moi, la fin du monde, bien sûr. C'est tellement beau, je veux dire que... On se dit, vous trouvez ça beau, la fin du monde? Romanesquement, on sait que ça ne va pas se passer. Ouais. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on ferait si c'était vraiment la fin du monde? Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous ferez? La plus gigantesque fête que j'ai faite de ma vie, et j'en ai faite. Vous nous invitez? Ah, bien sûr. Jean-Louis? Moi, ce que je ferais avec la fin du monde, je mourrais. Mais, comme tout le monde. Mais j'ai bien aimé le dessin parce qu'effectivement, il y a la fin du monde et puis il y a le monde de la fin. Et donc, c'est quand même quelque chose. Jean-Daniel? Moi, c'est Gérard Depardieu. À mon avis, c'est probablement un des aspects qui marquera encore assez fortement les Français au cours des semaines ou des années à venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément face à un fait divers aux yeux des Français, on est face à un phénomène de société. Vous avez rappelé tout à l'heure à Flelou, il y a aujourd'hui la perception, pour 90% des Français, que les personnes qui sont les personnes les plus fortunées quittent de manière assez importante notre pays et ça suscite une interrogation, voire une inquiétude. Eh bien nous on reste. Merci messieurs, c'est la fin de ce journal, c'est aussi le dernier 22 heures de l'année et l'occasion pour moi de vous remercier chaleureusement de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à 22 heures. Merci donc au nom de toute l'équipe et de Jean-Louis Gombaud et de tous nos chroniqueurs. Rendez-vous en 2013 avec, vous le verrez, des nouveautés dans votre journal. Donc belle fin d'année, à bientôt avec beaucoup de plaisir. Sonia, restez. Voilà, on va aborder un certain nombre de thèmes dans On refait la séance. On va parler des retraites, on va parler évidemment de la réforme du mode des scrutins électoraux. Mais avant ça, on va s'attarder sur les réponses des ministres et sur l'exil fiscal. Vous avez beaucoup entendu parler évidemment du cas de Gérard Depardieu. Écoutez ce que disait le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. On l'écoute.
Le président de la République, vous l'avez rappelé, a suggéré que les conditions fiscales soient revues. Je crois en effet que c'est la seule façon d'éviter ce type d'expatriation, ou plus exactement d'éviter que ceux qui décident de vivre en dehors de nos frontières s'exonèrent par là même des obligations fiscales que ces personnes ont à l'égard de leur pays, dans lequel elles sont nées, dans lequel elles ont grandi, elles ont été éduquées, formées, le plus souvent où elles ont rencontré la prospérité, sinon la fortune, bref, un pays auquel elles doivent beaucoup et dont elles ont tort, me semble-t-il, de s'exonérer des charges que celui-ci leur demande d'acquitter afin d'être redressées. Voilà la piste, me semble-t-il, qu'il faut suivre, mais cessons d'imputer aux seules raisons fiscales les raisons de départ, car l'on voit dans notre histoire contemporaine que des raisons adverses produisent en vérité les mêmes effets. Incontestablement, pour certains de nos compatriotes, il y aura toujours des raisons de partir, car ils estimeront toujours qu'ils payent trop d'impôts. Voilà, vous venez d'entendre à l'instant Jérôme Cahuzac, nous parlions de l'exil fiscal et nous a rejoint sur ce plateau la ministre de l'Environnement, ministre chargée du Logement, Cécile Duflot. Merci de nous rejoindre quelques instants. Je sais que vous avez peu de temps, on va parler évidemment de toute l'actualité, mais peut-être un mot sur la loi sur le logement qui a été débattue au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur cette loi actuellement aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Elle a été plus que débattue, elle a été votée, adoptée définitivement, puisqu'elle a été adoptée de manière conforme entre l'Assemblée nationale et le Sénat hier soir. Donc nous attendrons sa promulgation, je pense, au début du mois de janvier. On se rappelle évidemment qu'il y a eu ce que les gens appelaient un petit couac ici au Sénat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est une deuxième lecture. Est-ce que vous avez changé? Vous avez dû modifier certains éléments? Alors la loi est à 98%, le même texte que celui qui était sorti de la CMP à l'issue du débat précédent, avec quelques petits changements qui ont été faits notamment à la demande et sur proposition du Conseil d'État pour renforcer la constitutionnalité de la loi sur notamment la préservation de l'intérêt à réaliser les décotes sur le foncier public. Alors on a écouté tout à l'heure à l'instant Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique autour de Gérard Depardieu? Évidemment, ça ne concerne pas que Gérard Depardieu, mais c'est vrai que ça a été focalisé sur cette personnalité emblématique française. Oui, puis il en a rajouté. Il en a rajouté beaucoup. Il a écrit une lettre, effectivement. Écoutez, moi je pense que quand et d'autres lui ont répondu d'ailleurs. Oui, voilà, il y a eu une grande polémique. Moi je pense profondément sur ce sujet que je crois que la citoyenneté, ça se découpe pas en tranches de rondelles. En rondelles, on prend pas ce dont on a envie et ce dont on n'a pas envie dans un pays. Que je crois que la politique fiscale que nous menons est une politique qui va vers davantage de justice et qui, dans un moment où nous devons redresser les finances publiques, dans un moment difficile pour tout le monde, ceux qui ont le plus peuvent faire davantage d'efforts. Et je crois qu'il ne s'est pas forcément rendu compte, mais en expliquant comme ça, en écrivant qu'il a payé, je ne me souviens plus quel est le chiffre exact, je crois 145 millions d'impôts, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente par rapport au salaire moyen de notre pays? Simplement un petit peu de vision de la réalité de la vie des habitants de ce pays serait utile. Mais c'est vrai qu'on a entendu Jérôme Cahuzac tout à l'heure qui parlait beaucoup de ce qui a été fait à l'époque du gouvernement UMP, Nicolas Sarkozy, François Fillon bien sûr, de ce bouclier fiscal, mais il n'y a pas que ça quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire par il n'y a pas que ça? Ce n'est pas que ça qui fait qu'aujourd'hui les Français qui ont de l'argent vont s'exiler. Ah non, justement, il a expliqué que la création du bouclier fiscal n'avait pas amené un certain nombre de gens à revenir. Il a indiqué qu'il y a des gens qui pensent toujours qu'ils payent davantage d'impôts, mais ce sont les mêmes qui trouvent normal de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, de pouvoir faire en sorte d'aller à l'hôpital sans se demander s'ils vont pouvoir être soignés ou pas. Moi, je pense qu'on a de la chance de vivre dans un pays qui est capable d'organiser une vraie solidarité entre ses habitants. Organiser une solidarité entre les habitants, ça passe par l'impôt. Je sais que vous avez peu de temps. On va écouter tout de suite François Hollande, qui était évidemment en visite en Algérie, vous l'avez suivi. Il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu d'excuses, mais une reconnaissance des faits. Écoutez. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Voilà, sur le plateau, à nouveau, Jean-Vincent Placé, le président du groupe Europe Écologie Les Verts. À l'instant, c'était Cécile Duflot qui était à votre place. Bon, je sais, je lui fais un petit coucou. Les Verts sont très présents. Les Verts sont très présents aujourd'hui. Voilà. C'est vrai qu'il y avait peu de monde dans l'hémicycle, mais vous êtes présents. Ah ben nous, on est toujours présents. Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration de François Hollande aujourd'hui? Pas de repentance, pas d'excuses, mais simplement, c'est vrai, une reconnaissance des souffrances de la colonisation.
comme toujours, avec le président de la République française, une déclaration très forte, très équilibrée aussi, qui reconnaît ce qu'il y a à reconnaître, notamment les souffrances de toutes celles et tous ceux qui ont été dans cette guerre, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Il y a eu la reconnaissance de cette guerre, et puis aussi des aspects de la colonisation qui sont tout à fait contestables et qui ont été dits, et puis aussi dire des choses équilibrées quant à cette relation historique qu'il faut continuer à avoir avec l'Algérie. Et je crois que c'est un signe très fort que le président de la République française soit aujourd'hui en Algérie avec de nombreux ministres, de nombreux parlementaires, de nombreux représentants de la société civile. Et il me paraît important que les relations franco-algériennes repartent davantage encore vers une nouvelle dynamique autour de projets, autour de valeurs. Il aurait pu aller plus loin, il aurait dû aller plus loin ou pas? Non, je crois que c'était ce qu'il y avait à dire. C'était pas facile parce que même si nous sommes maintenant 50 ans après 62, eh bien, il y a encore dans les mémoires, il y a encore dans les traditions, il y a encore dans les familles, il y a encore des souvenirs nombreux qui sont difficiles, qui sont douloureux. Et je crois que, comme toujours, dans ces moments-là, le président de la République a trouvé les mots justes pour parler aux Françaises et aux Français, aux Algériennes, aux Algériens de tous bords qui ont connu cette période très dure et même l'après-période de 62. Nous accueillons en face de vous Gérard Larcher, groupe UMP, sénateur des Yvelines. On parlait évidemment de cette visite de François Hollande. On a dit, hein, et Jean-Vincent Placé l'a répété à de nombreuses reprises, des mots très forts de la part de François Hollande. Est-ce que pour vous, ils ont été assez forts? En tous les cas, ces mots, ils s'inscrivent, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République, dans la continuité de mots que Jacques Chirac avait eus en 2003. Et qui est d'abord, je dois dire, des mots « faisons la vérité entre nous et apaisons nos mémoires ». Parce que chacune des mémoires est douloureuse, mais aussi respectable. Et que c'est la vérité qui nous permettra d'innover dans des relations. Quand j'étais président du Sénat, j'avais essayé avec mon homologue président du Sénat algérien d'entrer avant l'année, j'allais dire 2012, dans la réflexion sur des mémoires apaisées. Je souhaite que ce qui n'a pas été tout à fait réussi à partir de 2003, pour des raisons diverses, et j'allais dire ne cherchons pas de responsable à tout ça, puisse être engagé maintenant, parce qu'au fond, cette histoire commune pendant 132 ans, elle est un marqueur de l'histoire de chacun de nos pays. Vous êtes d'accord également? Oui, tout à fait. C'est bien d'ailleurs que sur des sujets de ce type-là, qui doivent rassembler les Françaises et les Français, et puis nos amis algériennes et algériens, on puisse avoir ensemble, des bancs de l'UMP, au Parti Socialiste, avec les écologistes, une vision partagée de cette période difficile, dont nous avons encore des retombées, et il faut vraiment sortir de cela. On voit comment la réconciliation franco-allemande a pu œuvrer très rapidement en réalité après la Seconde Guerre mondiale. Nous, on a mis plus de temps avec l'Algérie, et il faut là, tout à la fois sur le plan culturel, philosophique, humain, social et économique aussi, disons les choses très clairement, eh bien repartir sur une nouvelle dynamique. Alors voilà un sujet qui fait consensus entre nos deux invités. Peut-être que les questions que je vais vous poser feront peut-être un petit peu moins. Désolé de vous ramener sur la scène de politique nationale. Jean-Vincent Placé, notamment, le budget a été voté à l'Assemblée, pas au Sénat, on va le rappeler. Il a été rejeté par les voix notamment des communistes, des voix de l'UMP, mais on peut le rappeler quand même de ce qui s'est passé, ce petit événement qui s'est passé le week-end dernier ici au Sénat. Vous avez décidé sur le plan compétitivité, sur le plan de la TVA notamment, vous avez rejeté ce texte, le crédit d'impôt. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejeter ce texte? Finalement, vous faites partie de la majorité, vous aviez un devoir face à cette majorité. Oui, mais vous savez, c'est d'ailleurs l'intérêt d'avoir une Assemblée nationale et également une deuxième chambre, une haute assemblée, c'est que les parlementaires, ils ne sont pas godillots. Ils ont leur expression propre, ils ont des idées, ils ont des analyses. Et très rapidement, avec nos collègues écologistes, nous avons considéré que ce crédit impôt dit compétitivité ne correspondait pas aux attentes que nous avions pour les entreprises. Et je le dis d'ailleurs très clairement, moi je suis favorable à ce qu'on aide nos entreprises, mais favorable à celles qui en ont besoin d'investissement, de recherche, d'innovation, d'aller chercher des nouveaux marchés, de convertir évidemment l'écologie, l'économie vers plus d'écologie. Et là, c'est clair qu'il fallait tout à la fois prioriser, tout
à la fois critérisé, tout à la fois conditionnalisé. Et là, très sincèrement, cette aide globale qui est un crédit d'impôt général, y compris pour les très grandes entreprises qui n'ont pas besoin, vous vous rendez compte que Mittal, ironie de l'histoire, va recevoir un chèque de 40 millions d'euros. Total aussi, Sanofi, Dassault Aviation. Voilà, donc vous voyez, je ne cherche pas à polémiquer outre mesure, mais il me semblait que, notamment, cibler sur ce qu'on appelle les ETI, les établissements, les entreprises de taille intermédiaire, dont nous manquons cruellement, à la différence de l'Allemagne, où c'est vraiment bien développé, parce qu'on réussit à innover au début avec des petites entreprises, et on n'arrive pas à les faire passer à 400, donc 500, c'est pour cela 1000 que salariés. vous avez décidé de Ouais, voter donc ce ne contre. sont pas des raisons anti-économiques, au contraire, nous voulions absolument c'est pas le petit améliorer. caillou dans la chaussure de François Hollande et de sa Non, majorité. mais moi je suis un soutien fidèle de François Hollande et de son gouvernement. Donc quand je dis des choses et que je m'oppose, c'est parce que je crois qu'on ne s'appuie que sur ce qui résiste. Voilà, vous savez, c'est bien logique. Dans la terre, c'est ça, les pieds bien sûr. ancrés. Gérard Larcher, sur ce qui se passe en ce moment au Sénat, les communistes qui votent contre, les Verts à l'instant qui le disent, il ne faut pas un petit caillou dans la majorité, mais finalement il faut entendre leur voix. C'est bien ça pour le Sénat? Ça conduit au rejet d'un projet de loi de finances d'une manière assez invraisemblable par une question préalable du groupe socialiste. Et dans cela, on a oublié d'examiner la péréquation pour les territoires et les départements ruraux. On arrive à une aberration, j'allais dire, dans cette démarche. Et cette aberration, on va la retrouver dans un texte que nous allons examiner et qui s'appelle la réforme électorale, notamment de la représentation des cantons, où la France rurale, une fois encore, va être en quelque sorte mise à l'écart. Et je suis l'élu d'un département urbain. La représentation des territoires, c'est le Sénat. La représentation et le rééquilibrage du Sénat, c'est quelque chose d'essentiel et nous allons rater ce rendez-vous. Nous n'avons pas vocation à être deux chambres identiques. Nous avons vocation à être deux chambres complémentaires pour la République. Et c'est ce que je voudrais rappeler. Nous avons entendu cet après-midi aux questions d'actualité qu'on allait revoir la péréquation parce que naturellement, la péréquation horizontale telle qu'elle est imaginée est une catastrophe pour les départements, notamment ruraux et pauvres de notre pays. Gérard Larcher, pour ceux qui ne sont pas experts, c'est-à-dire qu'on aide moins les petits départements qui ont moins d'argent, qui sont plus petits. Qui ont moins d'habitants. Et des départements qui vont connaître des grandes difficultés. Allez, la réponse de Jean-Vincent Placé, puis on les laissera partir après. Oui, mais je suis plutôt d'ailleurs sur ce sujet-là d'accord avec le président Larcher. Donc je suis encore désolé, une fois un consensus, alors j'y arriverai pas. D'ailleurs, à l'initiative de Gérard Miquel et de Jacques Mézard, nous, l'ensemble d'ailleurs des sénateurs de la majorité, même ici, au de l'opposition, nous avons signé une pétition que nous avons transmise au Premier ministre. Et c'est vrai que la procédure... Et on vote, on fait pétition le lendemain, vous voyez. Non, mais je suis d'accord, Président, mais bon, voilà, essayons d'être pragmatiques. On est bien d'accord pour dire que l'Assemblée nationale s'est allée trop vite et de façon trop précipitée, d'où d'ailleurs l'intérêt d'avoir une deuxième chambre. Permettez-moi de vous dire qu'en dehors de la question préalable, les torts sont partagés pour le rejet des PLF. Donc, mais nous assumons notre rôle d'opposant. Mais ça ne me choque pas. Nous sommes en désaccord. Trop d'impôts et pas assez, j'allais dire, d'économie. J'aurais pas dû vous relancer parce que ça vous permet parce que sinon on est parti jusqu'à de repartir. Mais très sincèrement, sur ce sujet-là, je crois que le Premier ministre a été très clair. Maryse Lebranchu a répondu aussi très clairement. Dans le cadre de la réforme territoriale sur les lois de décentralisation, nous allons revenir là-dessus. Et moi, qui par ailleurs, je suis comme vous, je suis un élu vous êtes des Yvelines, moi je suis de l'Essonne, on est un peu dans des départements similaires. Mais je crois que nous sommes attachés à la France des territoires. C'est aussi pour ça que nous sommes sénateurs. Et sans faire de démagogie ou de populisme, il est évident que tout à la fois les populations doivent être représentées, mais les territoires aussi. Et là, pour le coup, c'est l'écologiste qui parle. Et moi, je suis attaché à la belle France que nous avons. Et il faut la conserver, les espaces naturels, les terres agricoles, et puis tout notre beau pays. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Vincent Placé. Vous restez un petit peu avec nous, Gérard Larcher. On va écouter justement la ministre Maryse Lebranchu sur cette question du mode de scrutin. C'est donc un retour vers la durée mandale des mandats que vous devriez applaudir. C'est vous qui aviez organisé un raccourcissement artificiel qui permettait une élection en mars 2014, donc avant les élections sénatoriales, et le nouveau calendrier, lui, est en fait celui qui correspond à l'ordre normal des élections. Soyez donc rassurés, monsieur le sénateur, sur la parfaite régularité constitutionnelle de ce renouvellement. Et pour le reste et pour l'avenir, vous savez que le président de la République a initié des rencontres avec l'ensemble des partis politiques, mais je voudrais juste vous dire, monsieur Carucci, qu'un mandat de 4 ans pour les conseillers régionaux, un mandat de 3 ans pour les conseillers généraux sortants, ce n'était pas non plus un fait anodin. Ça avait été discuté extrêmement rapidement. Et je voudrais vous dire que ce gouvernement s'attache beaucoup à redresser le pays
et que s'il n'y avait pas eu besoin de redresser le pays, effectivement, vos premiers propos auraient été malvenus. Voilà, Gérard Larcher, c'est ce que vous disiez sur le mode de scrutin. J'accueille, je vous le présente, Richard Yung, sénateur des Français de l'étranger, sénateur socialiste des Français de l'étranger. On parlait du mode de scrutin, un réel changement de mode de scrutin qui va arriver pour les conseillers généraux. Est-ce que ça change complètement la donne? Richard Yung, Gérard Larcher, on va lui donner la parole. Écoutez, de ce que je sais, oui, ça change assez fondamentalement la donne, en particulier par la parité, par le fait qu'il y aura un binôme en quelque sorte. Mais positif ou négatif? Positif, positif. À voir ce que pense Gérard Larcher. Je crois que c'est un progrès. Le sujet de la parité, c'est naturellement un objectif d'abord constitutionnel que nous avons partagé et sur lequel il me semble aujourd'hui que c'est un progrès dans la démocratie que de tendre vers la parité. Mais le second sujet, je l'évoquais il y a un instant, vous allez avoir des cantons et notamment, c'est peut-être un peu technique, des variations de population à l'intérieur des cantons qui font que les cantons ruraux seront demain beaucoup moins nombreux que les cantons urbains. Et si je prends un département comme le Gard, où la majorité de la population vit sur la côte, la partie cévenole sera demain totalement sous-représentée. Je sais bien que la composante démographique est importante dans une élection, mais la représentation du territoire dans un département est quelque chose de fondamental. Il faut qu'on fasse très attention. On nous a parfois reproché d'être encore un pays trop rural dans son système électoral. Mais c'est aussi une réalité que la ruralité dans notre pays. C'est, je le rappelle, en plus économiquement, le deuxième secteur excédentaire de notre balance commerciale, l'agriculture et la filière agroalimentaire. Donc faisons très attention. Et puis, je crois que Roger Carucci a posé la question de manière très claire. Est-ce qu'en manipulant l'ensemble des élections, finalement, la démocratie va y gagner? Je crois qu'on a besoin d'un peu de stabilité. Quant à la question constitutionnelle, elle sera posée notamment pour les élections régionales, car il n'y a aucun motif par une loi, j'allais dire sans motivation profonde, de modifier ce qu'une loi précédente a fait sur la durée d'un mandat. Merci Gérard Larcher. Amaury de Montesquiou va prendre votre place tout de suite. Richard Yung, en réponse à Gérard Larcher, on parlait beaucoup de l'absence et la fin de ce conseiller territorial sous Nicolas Sarkozy. Finalement, vous avez obtenu gain de cause et cela vous satisfait aujourd'hui? Je crois que, comme je l'ai dit, je crois que c'est un progrès. Je crois que, au fond, le fait de diminuer le nombre de cantons de l'ordre de la moitié, d'avoir de plus grands cantons, c'est aussi un progrès. Alors, un des grands problèmes qui a été évoqué, c'est effectivement la différence entre les cantons urbains et les cantons ruraux. Ça, c'est quelque chose qui est classique, mais c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, même si ça, c'est pas une bonne excuse. C'est vrai que les conseillers généraux dans les grandes villes, c'est pas quelque chose qui est très connu, qui parle beaucoup à leurs électeurs, alors qu'en zone rurale, c'est quelque chose qui est bien reconnu. Le conseiller général, il est connu. Ok, merci beaucoup, Richard Yung. On va poursuivre un instant ce débat avec Amaury de Montesquiou, parce que David Assouline du Parti Socialiste, porte-parole, va prendre votre place. Il est là et on va l'accueillir dans un instant. Amaury de Montesquiou, cette loi ne vous va pas du tout. On va y aborder, bien sûr, et on parlera d'autres thèmes également. Je crois que mon collègue Yung a souligné une évidence, c'est qu'il y a un certain anonymat des conseillers généraux en ville, alors qu'il y a une réalité du conseiller général dans les territoires ruraux. Et en conséquence, ça me semble une erreur et politique et économique que de vouloir faire ces concentrations. La ruralité, l'espace en France est un véritable potentiel économique. Et en diminuant leur représentation politique, on nuit à ce potentiel. David Assouline, sénateur socialiste, porte-parole du Parti socialiste. D'un mot sur ce changement de mode de scrutin. Visiblement, la droite est contre, le centre est contre, mais à gauche, vous êtes pour. D'un mot et on changera de thème après. Écoutez, c'est très simple. C'est une bonne chose finalement, vous êtes content, tout va bien. Ah, on est complètement content parce que le conseil territorial, tout le monde s'était opposé à cela et ça aurait écrasé tout ce vers quoi nous devions aller, c'est-à-dire et plus de proximité avec des élus responsables de leur mandat devant les citoyens, mais en plus, la parité aurait été complètement écrasée par ce mode de scrutin. Aujourd'hui, avec la façon dont on réforme l'élection au Conseil général, où
il y a à chaque fois un ticket paritaire, un homme, une femme, sur des territoires donc 2 fois plus grands, mais avec la même proximité, puisqu'il y a 2 élus à chaque fois. On fait ce saut en avant très nécessaire pour l'institution même du Conseil général, où quand vous regardez aujourd'hui le nombre de femmes, c'est un scandale pour notre démocratie et notre modernité. Eh bien, cela sera réglé. Et puis, on règle un problème, parce que j'ai entendu tout à l'heure sur les mandats et la longueur des mandats. On allait voter combien de fois si on ne changeait pas le calendrier? 3 fois le même jour dans des communes rurales, c'est inassumable. Et puis il y avait et les européennes et les sénatoriales 5 fois dans la même année. Eh bien, les Français auraient trouvé que c'est un peu trop au moment où on doit aussi s'occuper des problèmes économiques et sociaux et pas voter 5 fois la même année. David Assouline, il nous reste 2 petites minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde un sujet très important. Il s'agit des retraites. Vous avez entendu ce qu'a dit le COR, le Conseil d'orientation des retraites. Nous sommes en déficit, en grand déficit d'ici 2020, plus de 20 milliards d'euros. Qu'est-ce que le gouvernement et qu'est-ce que vous, porte-parole socialiste, du Parti socialiste, vous pouvez faire? Quelles sont vos propositions pour lutter contre ce déficit abyssal? Et après, Emery Montesquieu vous répondra. Bien sûr. Écoutez, la première chose que cela m'évoque, c'était ces nuits et ces journées passées dans l'hémicycle au moment de la dernière réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, où on nous a expliqué de façon tonitruante que c'était la réforme pour assurer la pérennité de notre système de retraite. Qu'avec cela, enfin, c'était la grande réforme. Oui, mais écoutez, il y a encore des sacrifices pour les Français. Emery Montesquieu, mais c'est quand même les constats qu'il faut faire. C'est que nous sommes à chaque fois. Mais oui, mais si à chaque fois nous sommes devant des situations d'urgence, alors qu'au moment où on nous a promis la grande chose, on a encore bricolé en faisant que pour 2018, 20 milliards de déficit, c'est-à-dire c'était une réformette qui était injuste. On a réglé une de ces injustices en rétablissant la retraite à 60 ans, mais qui ne pérennisait pas le système. Alors, il faut reprendre le travail sur le métier, comme ça nous est imposé, puisque nous sommes en responsabilité. Mais on peut déjà dire 2 choses. Il y aura la concertation qui n'y avait jamais eu lieu sous Nicolas Sarkozy. Et la deuxième chose, c'est que tout ce que nous ferons, ce sera avec de la justice, pour ceux qui ont travaillé le plus et le plus longtemps. On va laisser répondre Emery Montesquieu, s'il vous plaît. Réformette, voilà ce que vous dit David Assouline. M. Assouline oublie l'équité. Il y a un temps de parole pour chacun. Et il a dévoré, à vous de saisir, je vous en prie, il a dévoré le temps qui m'était imparti. Ah bon. Écoutez, moi, je me rappelle, lorsqu'il y a eu ce débat ici, que le Parti socialiste avait déposé 1200 amendements. 1200 amendements. Alors, comme perte de temps, c'était exceptionnel. On se rend compte aujourd'hui que le problème des retraites est une réalité, qu'il y a 3 façons de le résoudre. Soit on baisse les retraites, soit on fait cotiser plus, soit on prolonge la durée de vie de travail. Eh bien, pour ma part, c'est la 3e option que je choisis et qui est homogène avec le fait qu'il y a un allongement de la durée de vie de chacun. Emery Montesquieu, David Assouline, ça restera sur ce terme parce qu'on arrive au terme de notre émission. Il y aura la concertation, vous l'avez dit David Assouline, et il y aura bien sûr le temps du débat. Donc, que 62 ans, c'était pas assez pour vous. Vous voulez encore aller plus loin. Voilà, on a réussi à avoir le mot de la fin. David Assouline. Peut-être on peut faire en sorte que le capital cotise aussi un peu plus que le travail. Merci beaucoup David Assouline. Merci Emery Montesquieu. Merci vraiment. Je vous remercie David Assouline. J'aurais souhaité pouvoir m'exprimer un peu plus longtemps sur ce point. Bien sûr. Je voudrais dire que le débat continuera, Emery Montesquieu, bien entendu. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Le plus dur, c'était la barrière dans la tête. Est-ce que moi, Aziz, 23 ans, Valfouré, j'étais capable de passer à l'acte? Une société ne peut pas se construire sur ce qu'elle n'est plus. C'est vrai que c'est la fierté de se dire qu'on a été un peu plus loin que nos parents qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller aussi loin que nous, par exemple. C'est un phénomène général, cette réussite sociale. La question n'est pas de savoir si la discrimination, elle existe, c'est clair. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'elle va t'empêcher de devenir ce que tu veux être? La société égalitaire n'a jamais existé.
que dans les livres. Voyage en bourgeoisie, lundi à 16h45 sur Public Sénat. On va dire que c'est pas typique montagnard, quoi. Quand on a goûté aux arcs, on n'a pas envie d'aller ailleurs. C'est pas que je trouve pas ça très beau, mais il n'y a pas grand-chose. C'est réduit à 3-4 grands établissements. Et je disais toujours à mon père, j'ai dit, si un jour une station se fait, elle se fera là. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va tourner. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Comment savoir si une station de ski est réussie? Pour ça, il vous faut une montagne, de la neige et savoir skier. La montagne et la neige sont là, quant à savoir skier, c'est pas encore ça. Tous les hivers, 250 000 skieurs viennent descendre les 243 pistes des Arcs. Mais pourquoi aller aux Arcs et pas dans un village de montagne? Parce que justement les Arcs sont au ski ce que la station balnéaire est à la mer. Un lieu populaire où tout est à portée de main. La station a été inaugurée en décembre 1968. Elle est le fruit de la rencontre entre ces deux personnes. Un promoteur, Roger Godineau, et un guide de haute montagne, Robert Blanc. Avant tout le monde, Robert Blanc avait rêvé une station à cet endroit. C'était un berger élevé dans la vallée de l'Arc qui avait compris qu'il fallait que sa région se développe en dehors de l'agriculture de montagne. Quand on se retrouvait le soir de Noël, la fille et le frère du fondateur. On se retrouvait tous les 5 en famille, et puis comme ça Robert dit il ne faudrait pas qu'on continue quand même à être chacun de notre côté comme ça, pourquoi on ne ferait pas une station chez nous? J'ai constaté qu'en 1958, il y avait 1 million de skieurs en France, il y avait 100 000 skieurs en France en 58, excusez-moi, 100 000 skieurs en France, qu'en 1968, au moment des Jeux de Grenoble, il y en avait 1 million, et c'était multiplié par 10 en 10 ans, et j'ai diagnostiqué que ça soit ainsi multiplié par 4. Pour Godineau, ce qui était fondamental, c'était trouver une station qui soit au pied d'un train qui arrivait directement de Paris. Dans les années 60-68, c'était la clientèle principale venait de là. Je n'avais pas de capital, je n'avais pas d'argent à y mettre. Tout ce que je pouvais y mettre dedans, c'était du temps, c'était mon savoir-faire. J'étais tout jeune quand même, en 1960 j'avais 30 ans. Et c'est en 61 que je suis allé pour la première fois sur le site des Arcs. À cette époque-là, le site était occupé par une centaine de chalets d'alpage et une multitude de petites parcelles appartenant aux habitants des communes voisines. En été, certains venaient avec du bétail, et puis d'autres se servaient de leur chalet comme résidence secondaire. L'hiver, il ne se passait rien. L'activité économique était pratiquement au point mort. En 1962, le projet est enfin lancé. 2 communes voisines vont fusionner, Hauteville-Gondon et Bourg-Saint-Maurice. Une a le terrain et pas d'argent, l'autre, très peu de terrain mais plus de moyens. En 1964, le projet est bien engagé. Mais le responsable de l'aménagement du territoire, venu de Paris, annonce une mauvaise nouvelle qui va compliquer les choses pour plusieurs années. L'ancien maire s'en souvient encore. Il a dit, messieurs les maires, messieurs les personnes ici présentes, sachez que vous ne donnerez jamais le premier coup de pioche à la construction de la station tant que vous n'aurez pas la maîtrise foncière totale. Ne resterait-il qu'un terrain à acheter, il faut que vous l'achetiez ou l'expropriez. On est en 1960, 61, 62, 63, c'est 4-5 années de gestation qui sont après en plus compliquées par la période des expropriations qui intervient à partir de 1965 jusqu'au
10 années qui ont suivi par la suite, quoi. Par décision municipale, les propriétaires sont obligés de vendre. Certains chalets seront détruits. La population est traumatisée. Les jalousies et les querelles divisent les villageois. Non, c'est ce qui a été le plus dur, ça, le plus difficile. Parce que là, on a perdu des copains, automatiquement. Ouais. Parce que, pourquoi on expropriait? Parce que Robert était revenu de Courchevel et puis avait lancé le maire là-dessus, et ainsi de suite. C'était de notre faute, quoi. C'était de la faute de la famille Blanc. Sur les 300 propriétaires qui sont concernés par l'expropriation, 150 refusent totalement les conditions. La résistance s'organise, elle symbolise la révolte du petit paysan contre le grand promoteur, la paysannerie contre la ville, le foncier contre l'immobilier. Quelque part, on nous volait nos terres, on nous volait nos forêts, nos bâtiments. La fille d'exproprié. Il était donc le président d'une association qui s'appelait les Défenses des montagnes de l'Arc, avec donc d'autres résidents d'autres villes. Ils avaient monté cette association pour défendre les propriétaires. On n'était pas contre.